1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. On s'enjaillait, c'est la quête, ce que t'as prévu et annulé. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours Mr Green à la tête de ce podcast. Aujourd'hui mes canailles, je suis surexcité car j'ai l'honneur de vous présenter un grower. Et pas n'importe quel grower, car lui, il a gagné un nombre de cups, c'est juste hallucinant. Dans le milieu, tout le monde le connaît et son travail est juste plus que validé. Avant de faire sa connaissance mes canailles, je tenais à vous rappeler que l'on marche avec zéro sponsor. Donc ici, il y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Petit message à tous les consommateurs et surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Quand t'es jeune, ton cerveau il est en plein développement et fumer du gaz à plus de 30% en taux de THC, eh ben c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bang! Avant de commencer le podcast, mes canailles, je tenais à vous rappeler que pour nous soutenir, la meilleure façon, c'est de nous acheter du CBD. Avec un petit abonnement CBD Chanvre à Parfum qui est cultivé soit par moi, soit par un de mes chers amis growers. Eh ben, t'as pas idée comment ça nous booste et ça nous permet de sortir du contenu qualitatif de plus en plus long, mes canailles. Et quand je te parle Chanvre à Parfum CBD, je te parle pas de la grosse merde que tu retrouves en tabac ou sur toutes ces plateformes CBD claquées qui achètent ça en Suisse. Là, je te parle de vraies fleurs et de vrais terpènes, cultivés avec amour. Bref, je te laisse découvrir par toi-même la puissance du chanvre full spectrum. Parlons peu, parlons peu, on commence ce podcast avec notre cher ami JFK. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences. Bon, bah aujourd'hui on a Ja French Kush ou JFK. Comment je dois t'appeler, gros? Ouais, on va dire JFK, c'est plus rapide. JFK, aïe. Ok, cool. Simple. Carrément. Bon, comment tu vas? Bah écoute, ça va super, enchanté d'être là. Bah c'est cool. Il y a moyen, ce qui serait cool, c'est que tu te présentes en 2-2 pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok, bon bah moi c'est JFK, alias Ja French Kush. Ouais. Je suis cultivateur depuis environ une quinzaine d'années. Et voilà, j'essaye de faire d'orienter mon travail sur des produits vraiment d'exception. Ouais, très riches en... C'est ça, sur Instagram, il y a marqué artisan du cannabis. Ça m'a fait kiffer quand j'ai vu ça. Ouais, c'est un petit peu ça, si tu veux. J'essaye d'avoir une démarche assez artisanale. Ouais. Où est-ce que tout reste à taille humaine. Et où est-ce que je peux avoir un contrôle sur l'ensemble de ma production, quoi. Ouais, bah ouais. Bah, de toute façon, nous dans Canaille Kikit, on interviewe que des gens passionnés. On fait pas les mecs qui font des salles à 40 lampes pour produire de la Big Bud. Nous, ce qu'on cherche, c'est du strain hunter, du gars qui développe de la souche. Et moi, je suis tombé... j'ai connu ton travail via les réseaux sociaux, via un peu tout ce que tu faisais et tout. Et c'était très intéressant. On sent que tu as un vrai amour et une vraie envie de montrer quelque chose de très qualitatif. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de comment tu aimes développer cet artisanat? Arrivé là, plus ou moins, bah, disons que moi j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui est gastronomique, tout ce qui est bonne chose. J'aime bien le vin, ouais. C'est un petit vin. Ouais, j'aime bien la bonne bouffe, etc. Ouais, t'es un épicurien, quoi. Donc en fait, quand j'ai commencé un peu à fumer, tu vois, j'ai été très vite dans l'autoproduction. Au début, c'était en extérieur, que j'étais minot, etc. Donc j'avais pas possibilité de le faire en indoor. Ouais. Et au fur et à mesure des récoltes, même quand j'ai commencé l'indoor, vers 18-20 ans, je me suis rendu compte que la plupart du temps, j'achetais des variétés, des choses du genre de la blueberry, de la strawberry, des trucs comme ça. J'attendais quelque chose de fruité, j'attendais de la fraise, j'attendais du fruit rouge, j'attendais quelque chose dans la fumée et je l'avais jamais. À chaque fois, le weed ressemblait à le weed d'avant et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, je me suis posé la question en mode
bah écoute, est-ce que c'est juste du bullshit tout ça, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à trouver? Et en faisant des rencontres, notamment autour du gros shop que je fréquentais à l'époque, il y avait pas mal de passionnés. Et à plusieurs reprises, en fait, j'ai pu expérimenter des weeds qui étaient vraiment bien plus qualitatifs que la mienne à l'époque. Ouais. Ou est-ce que tu avais vraiment quelque chose, une persistance dans la fumée, vraiment des goûts, des terps atypiques? Et du coup, toi, tu penses que ça venait d'où de l'époque? C'est parce que tu choisissais mal tes graines? Tu prenais des breeders trop mainstream, on pourrait dire? J'étais débutant, en fait, tout simplement. Ouais. Enfin, c'est pas, j'irais pas jusqu'à dire qu'un débutant peut pas faire un produit d'exception, mais on va dire que dans l'ensemble, ça reste des coups de chance. Ouais. Si t'es débutant et que tu fais un truc tout de suite qui sort du lot, bon bah t'as eu quand même le coup de chance de tomber sur le bon phéno, sachant que si t'y connais rien en bande de graines, en génétique, etc., tu sais pas où aller chercher, donc c'est vraiment du coup de chance. Donc pour moi, c'est vraiment une question que voilà, tu vois, j'avais pas de background. Ce que j'appelle le background, c'est vraiment le fait d'avoir fumé, d'avoir goûté, d'avoir fait pousser différentes choses. Ouais. J'avais pas ce background-là qui me permettait de voir un petit peu la génétique, comment ça se comportait, quelles étaient les différences. À l'époque, j'aurais jamais pu différencier une Afghane d'une Colombian Gold, si tu veux. Ok. J'aurais vu peu de différence entre les deux, si ce n'est qu'il y en a une qui était 4 fois plus grande que l'autre. Ok. Donc, tout ça, ça a fait que je pense au début, t'es vachement perdu. T'essayes plein de trucs, tu fais une session, tu fais tel engrais, la session d'après, tu changes tout, tu refais un autre engrais. Ouais. Enfin, tu vois, t'es un petit peu paumé, et dans ce milieu-là, en plus, il y a quand même assez peu de références pour vraiment situer les gens, faire un vrai guide du débutant, on va dire, qui te permet d'avoir des bons résultats dès la première session. Surtout à l'époque, de ça il y a 15 ans, donc c'était encore plus compliqué, l'accès à l'information était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. C'est clair. Et voilà, je te dis, c'est vraiment en rencontrant des gens, en voyant des trucs qui vraiment sortaient du lot, je me suis dit, ouais, non, en fait, c'est pas du bullshit. Il y a des vrais terps, il y a des vraies choses à faire avec cette plante. Maintenant, c'est à moi d'essayer de comprendre pourquoi j'ai pas réussi à trouver jusqu'alors. Et puis, voilà, très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas pioché chez les bons breeders. Et puis très vite, je me suis rendu compte aussi que... Alors, je t'arrête 2 secondes parce que nous, à Kaneki Kit, on aime bien quand même avoir quelques noms, quoi, tu vois. Quand tu me dis, tu t'es pas arrêté chez les bons breeders, c'est-à-dire, dans un premier temps, qu'est-ce que t'as pris? J'aime pas trop forcément balancer les noms, mais on va dire qu'il n'y a pas forcément de mystère dans ce que je vais dire, mais au début, voilà, c'était la grande épopée des breeders espagnols. Ouais. Ouf. Ok. Voilà, ça a fait au début, ça a fait du Dinafem. Je me souviens de ma première variété, c'était de la PPP, la Pure Power Plant de chez White Label à l'époque, qui était le breeder Eco low cost un peu de Sensi. Bah c'est totalement le breeder low cost parce que on a Indy qui est sur le forum et qui est un modérateur cannabis et qui est en connexion très proche avec Sensi Seed et qui nous expliquait que justement White Label c'est un peu tout ce que eux ils veulent pas brinder sous le vrai nom Sensi Seed et qui tu vois qui bazardent un peu en disant voilà c'est des tests, c'est des trucs aussi qu'ils achètent à droite à gauche. Enfin White Label c'est vraiment l'entrée de gamme. Tu trouves vraiment de tout et n'importe quoi. Après, on est Sensi, comme on dit à chaque fois, il y a à boire et à manger. Il y a des trucs géniaux dedans et il y a des trucs, c'est de la grosse merde. Il y a une super époque Sensi Seed où est-ce que quasiment toute leur production, elles étaient exceptionnelles. C'est ça. Et puis, il y a eu des plus mauvaises périodes, ainsi de suite, quoi. Ouais, mais justement, Indy nous parlait de ça. C'est vraiment le fait d'aller chercher, tu vois, chez les mauvais breeders et même... au sein même d'un breeder, d'aller prendre les mauvaises variétés, tu vois, celles qu'il fallait pas. Ouais. C'est genre, voilà, des trucs cons, mais je voulais une amnésia. Bon, bah, j'ai vu Original Amnésia chez Dinafem. Je me suis dit, bon, bah, c'est la vraie. Allez, j'en achète 10. Mais en fait, ça avait pas le goût d'amnésia, quoi, tu vois. C'est un goût de haze. Souvent en Espagne, ils utilisent la Reina Madre et qui la font passer pour l'amnésia parce que c'est une haze un peu costaud, tu vois. Et bon, toi, j'ai vu, on en parlera un peu après, mais j'ai vu que tu as le core cut et tu utilises le vrai Amnesia High Pro. Mais c'est sûr que j'ai le core cut, mais je l'ai plus. Maintenant, j'ai travaillé ma version de l'amnésia. Ok, cool.
Et voilà, tu vois. Mais dans les années, enfin voilà, c'est vraiment, j'étais à une époque où il y avait il y avait quand même un gros bullshit au niveau des breeders. Ouais. Et je savais plus ou moins ce que c'était qu'un F1, mais sans vraiment savoir, tu vois. Et donc, du coup, t'es paumé et c'est difficile d'arriver à trouver des bonnes choses, quoi, dans ces moments-là, quoi. C'est clair. Et du coup, pour nous resituer un peu, tu pourrais nous dire grossièrement, c'était quelles années? C'était 2010, 2015, dans ces années-là? On va dire que c'était il y a entre 15 et 10 ans, donc... c'était dans ces années-là, quoi. Ok, ouais, bah comme... 2008 et 2013, quoi. Ouais, comme tu dis... Comme tu dis, c'était vraiment l'arrivée des premiers breeders espagnols, c'était l'ouverture de Barcelone, de la Catalogne et tout ça. Et c'est là où on a vu arriver pas mal de breeders. Bon, même si Dinafem n'était pas catalan, ils étaient du côté Pays Basque. Mais c'est vrai, on a vu Canabia, enfin il y a plein de banques de graines qui... Ils sont tous un petit peu lancés vraiment dans le business, on va dire, international de graines, quoi. C'est ça. Et puis bon, bah en même temps, à chaque fois que moi j'ai remarqué quand même qu'à chaque fois qu'il y a une épopée, que ça soit, même si je l'ai pas vécu parce que j'étais trop jeune pour la vivre, mais l'épopée des breeders hollandais, l'épopée des breeders espagnols, ensuite l'épopée des breeders canadiens, américains, à chaque fois ça accompagne d'un changement des codes dans les communautés, dans la mentalité des growers, etc. C'est vrai. Donc quand ça a été la production espagnole, notamment quand c'était l'épopée des breeders espagnols, fallait faire les plus grosses buds, les plantes qui produisent plus, fallait faire 2 kg au mètre carré, mon copain. Ouais, c'est la criticale, la criticale et tout ça, là. Exactement, tu vois, après on est c'est de la merde. Dans les trucs à l'heure actuelle où est-ce que voilà, si une weed elle est pas archi compacte et puis qu'elle a pas 4 grammes de résine sur 1 gramme de bud, bah ça va pas, tu vois, c'est... Donc il y a un peu, à chaque fois, il y a eu un changement un peu des mentalités, et l'époque espagnole, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué quand même de trouver du terps. Ouais. Parce que t'es orienté sur la prod, faut faire du gros bud, C'est ça, et puis les Espagnols, le problème qu'ils ont, c'est que c'est des assassins. Avec leur culture ultra chimique, qui boostent tout, ils ont... t'as des espaces t'as des breeders et t'as des espaces de cultivateurs, où les gars, ils ont une 20aine de bidons par culture, tu vois. Donc, tu vois, moi, à partir de là, tu vois, tout est minéralisé, tout est monocellulé. Il y a des très bons cultivateurs aussi en Espagne, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il y avait... Bien sûr. On va dire que les Espagnols ont une façon de voir l'agriculture en manière générale, hein, tu vois, qui est assez spécifique, qui est vraiment orientée sur la prod, quoi, les grands espaces et la prod. Mais c'est ça, et justement, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu dis qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on se rend pas compte à quel point l'agriculture conventionnelle influence l'agriculture du cannabis, parce que tu vois, moi à l'époque en BEP et en bac pro, j'étais parti à Amsterdam, tu vois, et on avait fait le jardin des tulipes et tout, tu sais, il y a un marché c'est carrément le 440 de la tulipe là-bas, et en fait, on voyait que tout le monde était tourné vers l'hydroponie, un truc de fou, tout le monde parlait engrais, tout le monde parlait stérilisation, tout le monde parlait tout ça, et en même temps, quand t'allais dans des espaces de culture illégales dans les années 2000 en Hollande, ils avaient le même discours, les mecs étaient en hydroponie à fond, et tout, et l'Espagne, ils font pareil, ils cultivent leur weed comme ils cultivent des légumes, avec plein de pesticides, avec plein d'engrais. Et pour moi, ceux où ils ont les 5 étoiles, c'est les Américains. Parce que les Américains, ils ont aucune culture agricole et ils cultivent avec des taux d'hormones qui sont affolants. Ils ont de l'auxine, la cytokinine, chimique pure qui arrive direct dans les cellules des plantes, et eux ils le retransmettent avec leurs fleurs, et dans tu vois, dans Bud Tender, de l'agriculture, enfin, on va dire que les techniques et la façon de produire la matière agricole dans un pays, elle influe directement sur les cultivateurs et sur le milieu du cannabis, tu vois, carrément. Ça paraît assez, en soi, c'est absolument logique, parce que c'est de la façon dont on va nous avoir appris à cultiver le potager, plus ou moins, tu vois. Donc tu vas retranscrire un petit peu ton savoir sur cette plante. Donc ça semble absolument logique, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'en France, on a, étant donné qu'on a quand même, bon, même s'il y a plein de choses qui sont décriées, il y a plein de choses qui restent à faire, on a quand même
production agricole qui reste d'excellence, donc je me dis que la production cannabique elle devrait suivre normalement. Bien sûr, et puis surtout en France, je trouve qu'on a un vrai éveil au niveau des sols vivants, tu vois. Dans l'agriculture conventionnelle, hein, je parle. Hein. On a de plus en plus de fermes qui se tournent en biodynamie, on arrête de plus en plus les parcelles immenses, on plante de plus en plus d'arbres. Enfin, tu vois, c'est un truc que je parle beaucoup dans ce podcast, c'est l'art du mieux de Masanobu Fukuoka. En France, il commence vraiment à avoir une vibration très forte. Et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de ramener dans le milieu du cannabis, c'est-à-dire quelque chose de sain et de plus logique, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'en France, on a c'est un avantage, oui, mais c'est vrai que on a un palais, en fait. La plupart des gens ont un palais que, c'est un petit peu chauvin de le dire, mais que tu retrouves pas forcément dans d'autres pays. Ah bah non, c'est sûr. On a une attente au niveau de la bouffe, même si ces dernières années, ça s'est un petit peu perdu, mais dans l'ensemble, voilà, les gens ont une attente envers la bouffe, envers la boisson, voilà, on veut des bons whisky, on veut des bons rhums, on veut des bons vins, on veut des bons fromages, on veut des bons desserts, on veut du bon pain. Et les gens savent faire la différence véritablement avec leur palais entre un bon pain et un pain industriel qui est dégueulasse, qui a pas de sel. Bien sûr. Et ça se retrouve vachement dans... Parce qu'on est plusieurs quand même en France à essayer d'aller un petit peu à l'étranger, faire des cups, tout ça. Ouais. Mais c'est quelque chose que je retrouve à chaque fois, tu vois, chez mes potes qui font des cups aussi, c'est que vraiment on a... Ouais, le truc qui prédomine avant tout, c'est le terps. Tu vois, on va chercher le terps. Ah ouais, moins la structure, moins la grosseur, moins la beauté intrinsèque de la fleur. C'est avant tout, voilà, qu'est-ce qui ressort au nez et qu'est-ce qui va ressortir en bouche. C'est ça. Et ça, c'est une façon de sélectionner, une façon de cultiver qui est typiquement française, tu vois, je dirais. Ouais, c'est clair. Mais ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais par exemple, on le doit beaucoup à Frenchy Cannoli, parce que Frenchy Cannoli, il est à Mendocino depuis des dizaines d'années, et en fait, lui, il a toujours parlé de ce savoir olfactif et de production clean, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le triangle d'émeraude influence directement la Californie, San Francisco, Denver et tous les endroits légaux. Ces endroits-là publient à fond sur Instagram et tous les gars maintenant en France qui sont le cul collé sur Instagram, et ben ils se mangent cette hype-là. Donc oui, directement, il y a une French touch là-dedans, quoi. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est évident qu'il y a une French touch là-dedans, et je pense qu'elle va devenir de plus en plus importante parce que les mentalités évoluent un peu, et puis que les gens ont de moins en moins peur aussi de se montrer et de montrer ce qu'ils font. Bien et sûr. Ça, pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au marché en France, c'est qu'on se rende compte que voilà, il y a des gens qui sont prêts à faire des efforts, qui sont prêts à faire des belles choses, et qui sont prêts à les montrer, quoi. Et plus il va y en avoir, mieux on va être représenté, ça c'est évident. Bien sûr. Et, au-delà de ça, il y a qu'à voir un petit peu les formations que pouvait proposer Frenchy, tu vois. Ouais. C'était vraiment... Regarde un peu les clients qu'il avait, les gens qui venaient en formation chez lui, c'est pas des industriels, quoi. Ah bah non, pas du tout. Que des mecs qui font du craft, qui veulent proposer des productions exceptionnelles. Alors oui, certes, les prix vont être élevés, mais derrière, voilà, la qualité du produit, elle est intrinsèque, il n'y a pas à chier, pas à tortiller du cul. C'est des beaux isolators, etc. Bien sûr. Donc, une formation. On voit bien que dès que la French Touch, un petit peu, elle s'exporte, on va vers quelque chose de qualitatif. Il y a des gens que je suis pas forcément fan de leur boulot, mais tu prends Julien de Botafarm, il essaye en permanence quand même de montrer un aspect qualitatif du cannabis, de montrer des belles plantes, de parler des terpènes, etc. Tu vois. Bah alors, elle est typiquement française. Franchement, tu viens d'ouvrir une fenêtre, je suis obligé de m'y glisser dedans, tu vois. Alors, on va parler 30 secondes de Julien de Botafarm. Déjà, concrètement, moi, j'ai rien contre lui, parce que voilà, il est en Californie, il fait ses trucs, cool. Mais par contre, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve qu'il n'applique pas forcément ce qu'il a envie de proposer. Pourquoi ? Parce que déjà, il est
sur de l'hydroponie. Et moi, quand tu me parles de qualitatif et d'hydroponie, c'est comme si que, tu vois, tu me disais, viens, on va manger chez un chef étoilé et que le gars, il fait les courses à Intermarché, tu vois. Il va te couper ça peut être Paul Bocuse, mais Paul Bocuse, quand il te coupe une tomate remplie d'eau, bah, ça reste de l'eau, tu vois, et tout. Et bah voilà, et puis il y a des retours sur ces graines, sur ces fleurs et tout ça qui sont pas non plus extraordinaires. Après, la communauté française, moi je la prends avec des pincettes parce que y a beaucoup de rageux, il y a beaucoup de haters et tout ça, et qui souvent discréditent le travail de personnes parce qu'ils sont français et qu'ils sont à l'autre bout du monde et tout ça. Nous, on fait pas du tout partie de cette partie-là. C'est juste que moi, la seule chose que je pourrais dire concrètement, c'est que j'ai du mal à comprendre qu'on parle qualitatif quand on est là avec des engrais minéraux remplis de sels minéraux. En plus, il utilise beaucoup de poudre, il utilise beaucoup d'éléments solides qui sont encore plus problématiques au niveau des nitrites, à la transformation des nitrites et des nitrates qui sont la cause la plus toxique dans la fumée du cannabis et tout ça. Voilà, j'ai du mal à voir où est la qualité là-dedans. Après, moi, je sens... On comprend ce que tu veux dire. Après, voilà, il y a... moi, ouais. Comme je t'ai dit, tu vois, je suis pas le personnage. Vraiment, sinon... Deuxième tacle, bien sûr, mais deuxième tacle que je voudrais mettre, enfin, c'est pas vraiment un tacle, tu vois, c'est quand on parle aussi qualitatif, moi j'aime bien qu'on parle de choses, tu vois, par exemple, quand c'est Canagar, tu vois, un Canagar en taille stick, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de qualitatif là-dedans. Alors oui, c'est haut de gamme, c'est bling bling, mais c'est dégueulasse, tu vois. Je sais pas si t'as déjà fumé des taille sticks, tu te brûles la langue, du cannabis tassé, ça a jamais fait quelque chose de bon, tu vois. Moi, sur les produits Botafarm, j'ai quasiment tout goûté. Non, parce que j'ai pas goûté toutes les fleurs, ni tous les terpes, ni tout ça. Mais j'ai goûté ces fleurs. J'ai goûté ces canagars. Mais alors, ce genre de truc-là, moi, je suis archi pas fan de base. Donc ça m'a pas du tout tapé dans l'œil. Les fleurs, j'ai été un petit peu déçu quand même, on va dire la vérité. C'était joli, mais... Et ça sentait bon, mais il me manquait quelque chose. Voilà, la fumée elle était pas persistante, il manquait quelque chose. J'avais testé ces cartridges aussi. Par contre, les cartridges sont de bonne qualité. Ouais. Après, ça... il faut bien appuyer dessus pour commencer à sentir le THC, mais au niveau des terpes, c'est tout. C'est quelque chose d'agréable, assez naturel. En plus, toi, tu t'y connais dans tout ça. Ce sera une partie qu'on va parler un peu extraction. Mais le problème qu'il y a en France, par exemple, je dirais pas de nom, mais prendre du BHO et le mélanger avec du e-liquide, du glyphosate et tout. Enfin, c'est pas du glyphosate. Je dis de la merde. Comment ça s'appelle du PGVG, là. Ouais, c'est propylène glycol, voilà, c'est ça. Mélanger du BHO et mettre ça dans des cigarettes, c'est dégueulasse, c'est cancérigène. Et voilà. Mais par contre, mettre des vraies extractions pures à l'intérieur comme lui fait, ça, c'est un régal, quoi. Après, moi, je pense que c'est dilué. Hein. Il y a un PGVG dans les cartes Botafarm. Ça, pour moi, c'est évident. Parce qu'en plus, j'en ai une qui a bien 2-3 mois, qui a pris le chaud, le froid, etc. Elle a pas bougé. Donc ça, c'est quand même le signe que c'est, à un moment donné, il y a eu un diluant. Ouais, donc ça aussi stable, ouais. Sinon, la matière, si tu mets une extraction pure, hein, vraiment l'extraction, je parle pas d'un distillat. Bien sûr. Avec la lumière, les changements de température, il va y avoir forcément une cristallisation à un moment donné. C'est sûr. Et une variation des couleurs, un côté un peu plus épais et tout dans ta cartouche. Donc, du coup, il va forcément bouger. Donc, je pense que, ouais, puis de la façon dont il faut appuyer pour vraiment commencer à sentir, je te dis, l'effet du THC, je pense que c'est quand même assez dilué. Ouais. Mais ça a l'air d'être fait propre, tu vois. Je pense qu'il utilise pas mal de rosin. Okay. Malgré ce qu'il dit, moi je pense que c'est pas mal de rosin parce que je retrouve le côté un peu torréfié du rosin à chaque fois dans les cartes. Ok. C'est le truc que chez lui, tu vois, j'ai préféré moi, les cartridges. Ok. Cool. Les graines, moi perso, j'en ai jamais sélectionné, mais je sais que c'est pas, voilà, je le recommanderais pas forcément si vous cherchez des bons phénos.
Ouais, non, enfin, nous, on n'est pas là, comme je dis, on n'est pas là pour lui casser du sucre sur le dos, mais c'est vrai que les premiers batchs qu'il avait envoyés en France, il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de germination. Enfin, moi, je sais que j'ai mon cousin qui avait fait de la blueberry. Il m'a dit, au bout de 14 semaines, il l'a récolté. Alors, ultra productive et tout ça, mais un goût un peu haze à l'ancien, Amsterdam à l'ancienne, que voilà, lui, il cherchait pas du tout. Donc voilà, quoi. Mais enfin bon, bref, on va pas... Le sujet, c'est pas Julien de Botafarm. Si un jour, j'ai quelque chose à lui dire, on l'invitera, s'il a envie de venir. Du coup, revenons un peu sur toi. Du coup, tu nous parlais des breeders, tu nous parlais de tout ça un peu. Ouais, donc comme je te disais, voilà, pour reprendre à nos moutons, j'étais cherché à l'époque chez les mauvais breeders, etc. Et puis du coup, en discutant avec les gens, en essayant, à un moment donné, j'ai essayé vraiment de comprendre la génétique, de comprendre d'où est-ce que tous les hybrides qu'on faisait, d'où est-ce qu'ils venaient. J'ai essayé de monter un petit peu les traces. Donc j'ai eu vraiment une époque très, on va dire, R&D, tu vois, surtout recherche. Okay. Prise d'informations à droite, à gauche, traduction de l'anglais, pour essayer vraiment de comprendre en fait comment on en était arrivé à des polyhybrides. Déjà dans les années 2000, on était déjà sur de la polyhybridation. Ouais. Et je me suis dit mais comment arriver à avoir des choses différentes en fait dans tout ça. Donc j'ai vraiment été chercher un petit peu l'aspect génétique de la chose, comprendre comment les plantes venaient, enfin, d'où est-ce qu'elles venaient et comment les gènes ils se transmettaient, tu vois. Okay. Voilà, on est arrivé sur la fin du podcast gratuit. Maintenant, si tu veux écouter le podcast en entier, il n'y a qu'une seule possibilité. Direction le Patreon et rejoindre la première communauté de France de ceux qui aiment vraiment le cannabis. N'oubliez pas que d'investir dans un média indépendant permet de nous garder une totale intégrité. Et en 2024, pas vendre son cul à une marque ou à un plug nous permet de vous livrer de vraies informations. N'oublie pas, ma gueule, que quand c'est gratuit, c'est souvent toi le produit. Donc, n'hésite pas un seul instant à devenir une canaille et à rejoindre la première vraie communauté de France amoureux du cannabis. Et vive la légalisation.